Cette présentation audiovisuelle a été préparée par l'Environment Agency afin d'expliquer le contexte statutaire et organisationnel dans le cadre duquel les politiques de gestion des inondations et de l'érosion marine sont élaborées et mises en œuvre. Il est important de comprendre qu'en Angleterre, les compétences de l'Environment Agency sont multiples. Sa mission principale est de protéger et d'améliorer l'environnement, de promouvoir le développement durable. Nous jouons un rôle essentiel dans l'application des priorités du gouvernement national. L'Environment Agency a été mise en place pour prendre en charge des responsabilités de protection de l'environnement et de développement durable auparavant dispersées. Cette approche intégrée nous permet de tenir compte de tous les aspects de l'environnement lorsque nous préparons et exécutons nos travaux. Ceci nous permet de combiner le point de vue national avec l'expérience pratique au niveau local. Nous pouvons aussi identifier les meilleures options et solutions environnementales en tenant compte des différents impacts de l'eau, de la terre et de l'air. Par exemple, nos responsabilités envers la qualité de l'eau et de la terre signifient que nous pouvons coordonner les plans qui s'adressent à des bassins versant dans leur intégralité et aux cellules côtières. Nous sommes responsables devant le secrétaire d'État pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales, en abrégé DEFRA, au Royaume-Uni. Nous sommes présents sur tout le territoire anglais avec des équipes basées dans cette région. Nos fonctions comprennent la réglementation des grandes industries, la gestion des déchets, l'agriculture, les terres contaminées, la conservation de l'écologie, la navigation, la pêche, la qualité et les ressources en eau, le changement climatique, la gestion des risques d'inondation et côtiers. L'Environment Agency est l'ultime responsable de la gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière. Nous tenons compte de plusieurs facteurs, dont la typologie des littoraux, le type et l'intensité de l'érosion. Un grand nombre de techniques approuvées de gestion du littoral combinent des techniques d'ingénierie rigides et souples. Dans chaque cas, nous explorons en profondeur leurs conséquences sur les phénomènes côtiers et l'environnement naturel avant de décider d'agir. Nous coopérons avec toutes les organisations concernées par la planification et la mise en œuvre de la gestion du littoral et avec les groupes de travail côtiers, habituellement dirigés par les autorités locales, pour produire ce que nous appelons Shoreline Management Plans, en abrégé SMP, ou plan de gestion du littoral pour chaque section de la côte. Les groupes de travail côtiers qui participent activement au projet impliquent toutes les parties directement intéressées par la procédure de planification de manière à obtenir les meilleurs résultats pour les résidents, les entreprises, les industries et la biodiversité de la région à long terme. Je suis ici aujourd'hui pour présenter nos plans de gestion du littoral, les SMP, les raisons de leur existence et comment ils constitueront et animeront la stratégie de gestion du littoral en Angleterre. D'abord, une brève description de l'histoire récente de la politique de gestion du littoral. Élément clé déterminant la politique de gestion des risques d'inondation et côtiers. Cette diapositive illustre l'évolution de la gestion des inondations et de l'érosion côtière au Royaume-Uni, reflétant les changements de gouvernement, l'introduction d'une nouvelle législation par le Royaume-Uni et l'Union européenne et les modifications des protocoles de financement des travaux de gestion des risques d'inondation et côtiers. Les principaux éléments à l'origine des changements les plus récents de politique au Royaume-Uni comprennent les grandes inondations en Europe en 2002, 2005 et 2006, qui ont entraîné l'adoption de la directive européenne sur les inondations en 2007. Le rapport gouvernemental de 2008 sur les inondations de l'été 2007, sous la direction de Sir Michael Pitt. La réglementation de 2009 sur les risques d'inondation, qui a transposé la directive européenne sur les inondations en loi en Angleterre et au Pays de Galles. La loi de 2010 sur la gestion des inondations et de l'eau, qui clarifie les rôles et les responsabilités de l'Environment Agency, des autorités locales et d'autres organisations qui gèrent les risques d'inondation et côtiers en Angleterre et au Pays de Galles. Et, plus récemment, la publication des stratégies nationales de gestion des risques d'inondation et côtiers pour l'Angleterre et le Pays de Galles en 2011. Qu'est-ce qu'un SMP, plan de gestion du littoral? Un plan de gestion du littoral, en abrégé SMP, est une évaluation à grande échelle des risques associés aux phénomènes côtiers, permettant de réduire ces risques pour les populations et pour les environnements développés, historiques et naturels. Les phénomènes côtiers comprennent les rythmes des marées,
la hauteur et la direction des vagues et les mouvements des matériaux des plages et du fond de la mer. Le gouvernement a déterminé la manière dont ces plans devraient être développés et les politiques qu'ils devraient inclure. Il était stipulé que les groupes de travail côtiers, comprenant les autorités locales et l'Environment Agency, seraient responsables de leur exécution. Comment notre littoral a-t-il évolué au cours des ans? Comme nous le savons, les côtes changent constamment sous l'effet des vagues et des marées. L'importance des changements physiques dépend de nombreux facteurs et se produisent sur des périodes allant de quelques secondes à des siècles. Le changement côtier a aussi été influencé par les activités humaines au cours des ans, en particulier par les tentatives de mettre fin aux impacts de l'érosion ou des inondations. Dans certains cas, ceci a été fait sans évaluer les conséquences que ces actions pourraient avoir sur d'autres sections de la côte. Pression croissante sur nos côtes. Alors que les changements de notre littoral continuent, les pressions sociales, économiques et environnementales augmentent sur toute la zone côtière. Les gens aiment vivre au bord de la mer ou y venir en vacances, et les besoins d'habitation se font plus pressants. L'accroissement du commerce international entraîne une forte demande d'installations portuaires et d'industries associées basées sur la côte. Ce type de développement impose de fortes contraintes sur les habitats côtiers naturels qui sont souvent uniques et d'importance nationale et internationale. Les premiers plans de gestion du littoral SMP-1. En 1995, le MAF, ancien ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, et le Welsh Office, bureau du Pays de Galles, ont publié un guide à l'attention des autorités, telles que les affaires maritimes locales et l'Environment Agency, chargée de préparer les SMP. La majorité de ces autorités opérationnelles ont dû travailler avec les autorités avoisinantes en tant que groupe côtier volontaire pour produire un SMP puisqu'elle couvrait plusieurs districts administratifs. Dans tous les cas, une autorité opérationnelle a été nommée autorité principale avec l'ultime responsabilité de la production du SMP. La première génération de SMP, connue maintenant sous le nom de SMP-1, a été achevée en 2000. Il y en avait 37 en tout. Cette carte illustre chacune des zones des SMP-1. Ces SMP étaient basés sur les cellules de sédiments, des sections du littoral au sein desquelles les mouvements du sable et des galets le long de la côte sont largement contenus. Les limites de ces cellules avaient été à l'origine établies aux emplacements où les mouvements du sable et des galets changent de direction. À certains endroits par contre, la zone couverte par un SMP ne correspondait pas aux limites de ces cellules de sédiments du fait de la différence de critères appliqués, comme la zone relevant d'une autorité côtière. Ces plans de gestion garantissent que chaque section du littoral anglais et gallois est actuellement gérée d'une manière particulière, conformément aux politiques qu'ils contiennent. Tous sont à la disposition du public dans leur intégralité, principalement à partir des sites Internet créés spécifiquement pour chaque cellule de SMP. La première génération de SMP n'était pas formellement associée au système de planification spatiale, les autorités de planification n'avaient donc aucune obligation légale de tenir compte de ces politiques lors de l'évaluation des demandes de permis de construire. SMP 1, bref résumé. Tenir la ligne, conserve et améliore au besoin ou complète les défenses existantes. Avancer la position, crée des nouvelles défenses ou les améliore pour pourvoir une protection supplémentaire. Repli stratégique. Permettent aux défenses existantes de continuer à fonctionner, mais en réduisant la maintenance et en enlevant les parties détériorées à certains endroits. Aucune intervention, ne rien faire et superviser la situation. Depuis l'achèvement des SMP-1, un grand nombre d'autorités opérationnelles ont suivi les recommandations de leur SMP en s'appuyant dessus pour produire, au besoin, des plans stratégiques et des programmes de suivi individuels pour effectuer des études de leur littoral, en tout ou en partie, et pour mettre en œuvre des programmes appropriés. SMP-1, procédure de révision. Depuis la production et la publication des SMP-1, plusieurs études majeures ont pris place. Elles comprennent Future Coast, une prévision du changement côtier au cours des 100 prochaines années, Foresight, le programme gouvernemental d'application de nouvelles méthodes scientifiques pour appréhender l'avenir, Programme des impacts du climat au Royaume-Uni, prédiction de l'élévation du niveau de la mer et de l'intensification des tempêtes, Plan de gestion des bassins inondables,
une revue nationale de la gestion des risques pour les systèmes pluviaux, évaluation stratégique des risques d'inondation réalisée par les autorités locales, une revue de tous les types de risques d'inondation. Toutes ces études ont apporté des nouvelles informations au vu desquelles les politiques de gestion du littoral ne sont plus forcément acceptables à long terme. Par exemple, 1. Les prédictions d'élévation du niveau de la mer dues au changement climatique se sont accrues depuis la publication des premiers SMP et elles doivent être incorporées dans la seconde génération. 2. La durée de vie des défenses actuelles peut être limitée et des améliorations ne sont pas toujours viables économiquement, socialement, techniquement ou environnementalement. Les modifications du littoral peuvent entraîner la nécessité d'adopter des nouvelles approches pour la gestion des risques à l'avenir. Seconde génération de plans de gestion du littoral, SMP2. La seconde génération de plans de gestion du littoral, en abrégé SMP2, a été adoptée entre 2010 et 2011 et couvre l'intégralité des 6000 km des côtes de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les objectifs actuels de la gestion du littoral sont souvent largement acceptés et intégrés dans les politiques locales de planification. C'est pourquoi les changements tous azimuts des pratiques existantes de gestion des défenses contre les inondations et l'érosion ne sont pas toujours appropriés à très court terme et les populations, les entreprises et les habitats naturels ont tous besoin de temps pour s'adapter. En conséquence, les SMP pourvoiront une feuille de route aux autorités locales et aux autres décideurs leur permettant de passer de la situation présente à nos futurs besoins et identifieront les approches les plus durables de gestion des risques pour la côte sur 3 périodes. À court terme, c'est-à-dire de 0 à 20 ans, à moyen terme, de 20 à 50 ans, et à long terme, de 50 à 100 ans. Durant ces périodes, les SMP comprendront également un plan d'action qui prioritisera les travaux requis pour gérer les phénomènes côtiers à l'avenir et les lieux d'intervention. Ce plan d'action sera à son tour à la base des choix et de la mise en œuvre des programmes spécifiques de gestion des risques d'inondation et d'érosion, de la supervision de l'érosion côtière et de plus amples recherches sur le meilleur moyen de s'adapter au changement. De plus, ce guide est beaucoup plus prescriptif en s'assurant que les acteurs sont totalement immergés dans la procédure de production et que les révisions des SMP sont cohérentes dans tout le pays. Dans les SMP2, les politiques de gestion ont été légèrement éditées pour que les options soient plus clairement soumises au public. Tenir la ligne. Les défenses sont maintenues et améliorées ou remplacées à leur emplacement actuel lorsque les fonds le permettent. Avancer la position. Des nouvelles défenses sont construites plus au large des défenses existantes lorsque le financement le permet, une procédure qui requiert une récupération considérable de terre. Repli stratégique. Cette politique permet de réaligner le littoral vers l'avant ou l'arrière et de contrôler ou de limiter le mouvement. Toute augmentation du risque d'inondation sera aussi contrôlée. Bien que cette politique s'applique typiquement aux terres basses inondables, elle peut également être appliquée aux zones de falaises en ralentissant le recul des falaises pendant une certaine période de temps. Aucune intervention active, ne rien faire. Ceci est une décision politique qui s'interdit d'investir dans la maintenance des défenses quelles qu'elles soient. Où il n'existe aucune défense, le littoral continuera à suivre son évolution naturelle. Cette politique peut aussi s'appliquer à des zones qui sont actuellement protégées par des défenses, mais qui ne le seront plus à l'avenir. Ces zones évolueront plus naturellement, ce qui pourrait provoquer une augmentation du risque d'inondation ou d'érosion côtière. Il peut être nécessaire d'intervenir en enlevant les anciennes défenses afin de pouvoir mettre en œuvre cette politique de non-intervention. Financement. Il est important de noter que même quand un SMP indique maintenir la position, il est encore nécessaire de s'assurer de son financement. La politique « maintenir la position » peut inclure une condition que des défenses ne peuvent être construites ou entretenues que si les coûts encourus sont à la charge, en tout ou en partie, de ceux qui en bénéficient. Condition. Bien que les politiques de gestion SMP soient habituellement choisies dans la liste ci-dessus, elles sont souvent assujetties à des conditions sur la manière ou l'éventualité de leur mise en œuvre. Par exemple, les politiques de maintien ou d'avancement de la position des défenses peuvent ou ne peuvent pas tenir compte de l'élévation prévue du niveau de la mer ou du maintien du niveau existant de protection et le repli stratégique peut être sous réserve de l'identification de terres disponibles. Dans certaines zones,
La politique de gestion est soit une variante, soit une combinaison des 4 options ci-dessus. Dans ce cas, cette carte indique la politique qui se rapproche le plus de la gestion prévue. Chaque SMP comprend de plus amples détails. Différences locales. Il peut y avoir des différences locales à la politique générale de gestion choisie pour une section du littoral, par exemple des petites zones de maintenir la position, où la politique générale indiquée est « aucune intervention active » pour cette partie de la côte. Changement de politique. Quelquefois, un changement de la politique de gestion actuelle est prévu à l'avenir. Ceci est souligné dans le SMP. Par exemple, le SMP peut changer de « tenir la ligne » à « aucune intervention active » après les 20 premières années d'application du SMP. Des stratégies localisées sont quelquefois établies pour revoir plus en détail les options de gestion de petites sections de la côte, y compris comment les défenses seront financées. Les politiques des SMP peuvent occasionnellement changer en conséquence de ces stratégies. Cette diapositive illustre une des manières par lesquelles les 4 principes de gestion et les 3 périodes sont présentés au public, dans ce cas particulier pour le port de Poole et la baie de Studland. Les 4 couleurs représentent les différents principes de gestion et les 3 lignes concentriques représentent les périodes. Cette diapositive illustre une des manières par lesquelles les 4 principes de gestion et les 3 périodes sont présentés au public, dans ce cas particulier pour le port de Poole et la baie de Studland. Les 4 couleurs représentent les différents principes de gestion et les 3 lignes concentriques représentent les périodes. Toutes les données des SMP2 sont publiées dans divers sites Internet et sont disponibles sur le site Internet de l'Environment Agency, WIMBY, qu'y a-t-il dans mon arrière-cour, qui comprend des cartes interactives montrant une variété de données environnementales pour tout le pays, dont l'emplacement des centrales électriques, des zones inondables, des sites de traitement des déchets et de l'érosion côtière. Les utilisateurs peuvent consulter le site WIMBY pour localiser la région qui les intéresse, s'assurer du principe de gestion des SMP2 qui les concerne, puis voir les cartes des risques d'érosion associés pour savoir comment ils pourraient être affectés par le changement côtier. Sur cette carte, on peut clairement identifier jusqu'au niveau des propriétés particulières comment il est prévu que l'érosion affecte les zones littorales. Bien que nous ayons une grande quantité de cartes de SMP et érosion côtière, il est essentiel que ces informations soient mises à la disponibilité du public, mais aussi qu'il les consulte et au besoin que nous l'aidions à comprendre ce que ces informations signifient pour lui. Ceci peut être fait de plusieurs manières. Et nous possédons plusieurs outils que nous utilisons régulièrement avec les acteurs. Un de ces outils les plus efficaces est l'utilisation d'animations. Les 4 diapositives suivantes montrent une animation. Animation diapositive 1. Situation en 2010. L'étendue de la plage et des falaises. Les défenses existantes, et puis mises en évidence. Animation diapositive 2. Jusqu'en 2050. Les épis ne sont plus présents. Montre le retrait de la côte, rétrécissement de la plage, érosion de la falaise. Propriété maintenant à risque immédiat de dommages, destruction, du fait du changement côtier. Animation visualisation diapositive 4. Repli stratégique 2050 à 2100. Falaise sévèrement érodée suite à l'enlèvement des défenses. Front de mer, principale zone touristique, commerciale, largement protégée. Toutes les propriétés au bord de la falaise ont maintenant disparu, sont sévèrement altérées par l'érosion côtière. Nous avons évoqué le fait que dans bien des cas, nous ne pourrons pas protéger la population du changement côtier et comment ceci pourrait les affecter ainsi que leurs propriétés et leur entreprise. Beaucoup de gens ne croient toujours pas au changement climatique et ne se laissent pas convaincre par les preuves qui leur sont fournies, même si elles sont indiscutables et claires. Dans le cas du changement côtier, nous avons de la chance, les preuves que les côtes changent, que ce soit dû à l'élévation du niveau de la mer suite à la fonte des calottes glaciaires ou à d'autres interventions humaines sur le cycle naturel de l'eau,
sont nombreuses et immédiatement apparentes. Des photos datant de, à certains endroits, quelques semaines seulement, montrent que les falaises ont reculé, que les dunes ont changé de forme ou que des éléments enterrés sont à présent découverts. La démonstration claire de manière graphique de l'implication possible du changement climatique ou simplement que l'érosion côtière due à l'activité humaine sur le littoral peut avoir un effet immense sur la vie des populations et leurs plans pour l'avenir. Notre objectif est d'aider les gens à comprendre maintenant les changements qui surviendront et à promouvoir la résilience des communautés lorsque, par exemple, le plan de gestion du littoral stipule aucune intervention active. Nos experts en communication se rendent auprès des communautés pour les informer de ces questions et supporter les projets transnationaux tels que LICO, Living with a Changing Coast, Littoraux et changements côtiers, qui tentent de comprendre plus en avant le changement côtier et déterminer les meilleurs moyens de communiquer son impact à la population. Pour résumer, politique établie par le gouvernement. Le gouvernement supporte la nécessité que la population accepte le changement côtier, qu'il se rapporte au changement climatique ou simplement à des changements qui surviendraient sans ces phénomènes modernes comme l'élévation du niveau de la mer et de la température de l'eau ou les conditions météorologiques différentes. Les groupes côtiers travaillent ensemble. Les plans encouragent tous les acteurs à travailler ensemble avec l'assistance et les conseils pourvus par l'EA pour trouver les meilleures réponses aux changements prédits, renforcer la résistance et obtenir des fonds, le cas échéant. Les SMP sont maintenant plus consultatifs. La procédure ne se limite plus à l'analyse scientifique suivie de rapports qui s'adressent aux spécialistes et au vu desquels des experts conseillent le gouvernement sur le meilleur moyen de dépenser de l'argent et d'agir. Les SMP sont produits en consultation avec le plus grand nombre possible d'acteurs, donnant ainsi le pouvoir aux communautés. Impacts environnementaux envisagés. Les SMP doivent tenir compte de facteurs tels que l'aquaculture, le transport maritime, le tourisme, l'écologie à terre et en mer et le patrimoine pour développer des points de vue holistiques des régions qu'ils concernent de manière à s'assurer que les mesures prises pour protéger les populations ou les propriétés sont équilibrées et durables. Espoir du public géré. Merci de votre attention et pour l'opportunité de vous faire cette présentation aujourd'hui.